Bonjour et bienvenue à cette table ronde dédiée au rôle de chef de projet opérationnel. Je suis Anna Abadi, donc chargée de projet cité éducative pour la NCT et je vais me charger de la modération du chat pendant cette table ronde. Donc durant les échanges, je vous invite à poser vos questions dans le chat et un temps sera dédié à la réponse aux questions à l'issue des interventions. Monsieur Étienne Butzbach, donc ancien maire de Belfort, vice-président éducation et numérique de la Ligue de l'enseignement et membre du comité national d'orientation et d'évaluation des cités éducatives, va animer la table ronde. Interviendront également donc Madame Combe Mathilde, chef de projet opérationnel pour les cités éducatives de Marseille, et Madame Arzel Sophie, chargée de coordination pour la cité éducative de Saint-Nazaire. Pour votre information, l'intégralité du contenu de cette séance est enregistrée et sera disponible en replay dès demain sur le site du Printemps des cités éducatives. Je vous propose maintenant de commencer la séance et je laisse la parole à Monsieur Butzbach. Bonjour à toutes et à tous, en espérant pouvoir prochainement qu'on renoue avec la tradition du présentiel, parce que là on se retrouve devant nous cinq. Mais donc merci pour cette invitation, parce que je pense que le thème que nous allons aborder cet après-midi est très important dans le cadre de la mise en place et la mise en œuvre des cités éducatives, la place du chef de projet. Quelques mots pour du point de vue du membre du Comité national d'orientation et d'évaluation, nous avons donc produit un rapport qui va être publié ces jours prochains, dans lequel nous nous sommes penchés sur une première année de déroulement finalement des cités éducatives, et nous sommes beaucoup interrogés sur ce rôle un peu des chefs de projet et de la question de la gouvernance. Quelques éléments de contexte pour rappeler pourquoi finalement ce chef de projet. D'abord, rappeler que la cité éducative n'est pas un dispositif, c'est pas un dispositif de plus, c'est une approche systémique de la question éducative, en disant que finalement, ce qui va participer de l'éducation de l'enfant et du jeune, de ses apprentissages, c'est la mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative. Et que ça soit l'école, bien sûr, mais pas seulement l'école, aussi tout ce qui se passe en dehors. Vous savez que l'UNESCO évoque le fait que l'éducation, c'est l'articulation du formel, l'école, l'institution scolaire, le non formel, les actions éducatives en dehors de l'école, et l'informel, c'est-à-dire ce qui se passe dans tous les temps dans le reste des temps de l'enfant, dans la famille bien sûr d'abord, mais aussi ça peut être les réseaux sociaux, enfin toutes les influences que l'enfant peut avoir, et que réfléchir sur la réussite de tous les enfants, c'est permettre de pouvoir combiner les efforts de tous ceux qui, à un moment donné ou à d'autres, imprimeront leur marque dans la façon dont l'enfant va mener à bien ses apprentissages, puisque l'enfant et le jeune, ce sont eux les premiers acteurs de leur apprentissage. Donc c'est très important de rappeler que cette approche systémique de la cité éducative, mais du coup qui va poser le problème de la façon dont on arrive à organiser cette communauté d'acteurs, autour notamment de deux grands systèmes institutionnels qui sont d'abord l'intervention de l'État, principalement à travers l'éducation nationale, mais aussi les collectivités territoriales qui ont acquis au fil des ans de plus en plus d'importance dans le champ éducatif. Les communes, bien sûr, l'intercommunalité, mais aussi les départements, depuis les lois de décentralisation, et la région, en ce qui concerne les lycées et l'orientation des jeunes, des enfants et des jeunes. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est d'arriver à faire travailler ensemble réellement l'ensemble de ces partenaires. Et c'est pour cela que les initiateurs de la cité éducative avaient imaginé un système dans lequel ce fameux système de la Troïka, qui, pour l'État, avec d'un côté l'éducation nationale, mais aussi la politique de la ville, le délégué, le représentant du préfet, et puis des services de l'État, de l'ensemble des autres services de l'État, et puis de l'autre côté les collectivités territoriales, en ciblant d'abord la commune, mais ou l'agglomération, mais en sachant que si on veut aborder comment dire, cette question de cité éducative, il faudra aussi enrôler, embringuer le conseil départemental, le conseil régional, et souvent d'ailleurs dans un certain nombre de cités, on n'a pas une troïka, mais on a déjà plutôt 4 partenaires autour de la table, qui sont les représentants de ces 4 types de participants. Et au sein de cette troïka, il y a deux identités qui avaient été un peu ciblées. D'une part, celle de chef de file, qui était celle incarnée par un principal de collège, et puis la notion de chef de projet opérationnel. Sur la notion de chef de file, il faut bien voir qu'elle procède du fait que, dans l'esprit des initiateurs de la cité éducative,
dans la mesure où la cité éducative, c'est un peu du projet éducatif de territoire, si vous voulez, en acte. Un des problèmes de ces projets éducatifs de territoire, dans leur mouture initiale, c'est qu'ils avaient souvent été conçus au moment des rites, mais ils étaient très axés sur le périscolaire. Et l'école était très à la marge, en fait, de ces projets éducatifs de territoire. Or, l'idée à travers les cités éducatives, c'est de faire que l'école soit vraiment, les institutions scolaires soient de plein pied dans cette affaire. D'où la notion de chef de file, qui soit un membre de l'éducation nationale, qui soit sur le terrain, mais qui est aussi une légitimité, car en tant que président de l'EPLE, et principal de collège, il était à même au sein de l'institution, en interdegré, de pouvoir effectivement mener la coordination nécessaire pour ce faire. Maintenant, on voit bien que si on donne ce rôle principalement au chef de file, le partenariat est déséquilibré, parce que l'autre partie du partenariat, qui sont les collectivités territoriales, peuvent penser qu'on a affaire à un système assez scolarocentré, là où il faut vraiment mobiliser l'ensemble de la communauté éducative. D'où la notion aussi de chef de projet opérationnel. C'est du moins comme cela qu'on pourrait l'entendre, un chef de projet opérationnel qui sera d'ailleurs le plus souvent niché au sein de la collectivité territoriale. On verra les montages à travers notamment les deux représentants, les deux chefs de projet opérationnels qui nous ont fait le plaisir de participer à cette table ronde. On va voir un peu les montages dont cela procède, mais chef de projet opérationnel, donc qui un peu s'inscrit dans la tradition de la démarche projet et du fait que d'avoir quelqu'un qui soit à la fois un animateur, un coordonnateur, quelqu'un qui permette de suivre les actions, mais aussi d'animer l'ensemble de la communauté des acteurs. Donc vaste défi qui nécessite à la fois un positionnement. On verra quel est le positionnement finalement des deux chefs de projet qui sont là et réfléchir un peu avec vous sur la façon dont ce chef de projet peut être positionné pour être le plus efficace possible. Et puis bien sûr, au-delà du positionnement, c'est l'analyse des fonctions qu'il peut avoir et des leviers qu'il peut mobiliser. La cité éducative, c'est un ensemble complexe, puisque à la fois il s'agit non pas de réinventer la poudre, mais de faire en sorte que des dispositifs déjà existants puissent être mis en synergie. On a souvent sur le terrain la juxtaposition de PEDT, de PRE, de classes, de dispositifs divers, de volets éducatifs du contrat de ville. Donc comment on arrive à pouvoir mettre en cohérence tous ces éléments, et puis comment est-ce qu'on arrive à initier éventuellement de nouvelles actions qui puissent répondre à des besoins qui n'avaient pas encore trouvé pleinement réponse aux questions qui étaient posées. Donc voilà un peu le contexte dans lequel les choses se jouent. Au niveau du rapport du CNESCO, vous verrez, nous faisons un certain nombre de recommandations, notamment, et nous souhaitons, au cours de cette année, pouvoir réfléchir avec les cités, en analysant ce qui se passe concrètement sur le terrain, parce que là aussi, dernier élément à prendre en compte, c'est la diversité des situations. Vous le verrez à travers les deux cas qui vont être présentés, un cas, une cité éducative, finalement avec un collège, des écoles, etc. Et puis une cité éducative plus complexe, puisque certaines d'ailleurs cités éducatives sont à l'échelle d'une commune tout entière. Je pense à Mantes-la-Jolie, par exemple, où la cité éducative est au niveau de l'ensemble de la commune, ou là, sur Marseille, la cité éducative est sur 3 sites, enfin, il y a 3 cités éducatives, en fait, et on verra comment le chef de projet opérationnel on doit penser la déclinaison, finalement, territoriale de la fonction qu'il exerce dans les cas où ces cités sont sur des ensembles plus vastes. Donc là aussi, je pense que ces éléments sont à même d'éclairer à la fois ceux qui sont présents pour assister à cette table ronde, qui sont des anciennes cités. Ça serait intéressant qu'on puisse aussi, il y a une partie qui sera réservée aux questions de la salle, qu'on puisse avoir un peu vos réactions, vos suggestions, et puis pour les nouvelles cités, bien sûr, aussi de pouvoir se saisir un peu de l'expérience des plus anciens pour mettre en place rapidement ce dispositif. Voilà quelques mots que je souhaitais dire en démarrage de cette table ronde. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que le plus intéressant est qu'on puisse écouter nos deux intervenantes. Donc, je vais déjà leur donner la parole pour que, à la fois, elles se présentent et puis elles commencent en se présentant, à évoquer un peu leur positionnement, la façon dont, concrètement, elles se sont installées dans cette fonction. Donc, je ne sais pas qui commence, Sophie ou Bathilde?
N'importe. Sophie? Alors, moi, je veux bien commencer. Alors, j'ai un retour. Par contre. Moi aussi, j'ai un retour pour vous. Ouais. Je vais refaire une tentative. Ça a l'air d'aller. Ça va, super. Du coup, oui, donc je veux bien commencer. Alors, en plus, je vais commencer en venant contredire un peu l'intitulé de chef de projet, puisque moi, je n'ai pas été embauchée sur un poste de chef de projet opérationnel, mais sur un poste de chargé de coordination. Donc, je suis chargée de coordination pour la cité éducative de Saint-Nazaire, Ville-Ouest. Alors, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un poste... c'est un contrat de 3 ans, le temps de la cité éducative, que j'ai pu commencer donc au 1er septembre 2020. Moi, je viens du monde de l'éducation nationale. J'étais directrice dans le premier degré d'une école élémentaire l'année dernière, encore en région parisienne. Et je suis là en dispo de l'éducation nationale pour pouvoir du coup honorer ce contrat. L'équipe projet de la cité éducative de Saint-Nazaire a pensé ce poste pour justement venir en soutien de l'animation de la démarche de la cité éducative. Et donc moi, je viens en soutien, mais du coup, c'est bien l'équipe projet qui finalement est un chef de projet à plusieurs têtes. Donc du coup, j'avais juste proposé un petit diaporama pour qu'on puisse montrer ça plus facilement. Hop. Alors, je vais essayer de faire ça. Est-ce que ça va marcher? Non, pas du tout. Alors. Normalement, vous avez répété. Normalement, j'ai répété. Est-ce que vous voyez la même chose que moi ou pas? Est-ce que vous avez un... Je ne vois rien pour le moment. Anna? Mon PDF? Non, toujours pas. Bon, évidemment. Alors, je vais arrêter le partage d'écran et recommencer. Le problème, c'est qu'on ne me propose pas quel écran je veux partager. Donc, du coup, je ne peux pas avoir la main sur... Alors, est-ce que vous... Ouais, moi, je suis sur la bonne page à partager. Je ne sais pas si... Non, on voit toujours rien. Est-ce que la régie peut intervenir? Sinon, allez-y, Sophie, déroulez le... Oui. Bon, écoutez, du coup, c'est pas grave. J'enchaîne. Bon, du coup, voilà, nous, on a un comité de pilotage, on va dire, politique et un comité de pilotage davantage opérationnel autour d'une équipe projet locale resserrée. Donc, on a bien nous 4 entités qui sont représentées pour la cité éducative de Saint-Nazaire. On a donc la ville de Saint-Nazaire, le département de Loire-Atlantique, l'éducation nationale et évidemment la préfecture. L'équipe projet, du coup, réunit entre 8 et 10 personnes. Ça évolue un peu avec le temps. Mais on a dans l'équipe projet pour l'éducation nationale le principal du collège, qui est aussi chef de file, la coordonnatrice du REP+. Pour la préfecture, on a la déléguée du préfet et puis la responsable du service politique de la ville adjointe. Pour le département, on a une chargée de développement local et une chargée de politique éducative. Et pour la ville de Saint-Nazaire, on a la responsable du service vie des quartiers et contrats de ville. Et donc, du coup, moi, je viens animer justement aussi cette équipe projet qui se réunit quand même toutes les semaines. Je participe également à la déclinaison des groupes thématiques sur le territoire. Donc, du coup, les membres de l'équipe projet sont animateurs ou co-animateurs d'un de ces groupes thématiques et moi, je vise à les coordonner. J'assure aussi toute la communication. Donc, j'ai l'avantage d'avoir un peu de temps, donc je peux prendre du temps pour alimenter la plateforme collaborative de la cité. Je fais le suivi opérationnel des actions, évidemment, en suivant l'inventaire, en soutenant les porteurs de projets également. Et puis voilà, et je fais le lien pour préparer les instances et rendre compte du coup aux politiques, au niveau politique. Voilà, mais j'ai fait à peu près le tour. Simplement pour... Voilà, institutionnellement, c'est ça que j'ai pas précisé. En fait, du coup, mon poste est financé sur les crédits cité éducative, donc sur l'enveloppe ANCT en totalité. Pour autant, c'est la ville de Saint-Nazaire qui porte ce poste via le CCAS. Donc, du coup, je suis rattachée ville de Saint-Nazaire et mes bureaux sont au collège
qui est donc tête de pont de la cité éducative. C'est pour ça que vous allez peut-être entendre d'ailleurs la petite sonnerie d'intercours, mais je suis bien au collège aujourd'hui. Et il se trouve que du coup, voilà, c'est un poste vraiment hybride et ça me permet d'avoir une espèce d'indépendance comme ça, une grande liberté dans le conseil, parce que du coup, je me sens un peu indépendante, comme avec pas forcément un rattachement auprès d'une institution plus que d'une autre, quoi. Parce que le portage au niveau de la ville de Saint-Nazaire est assez administratif en fait. Voilà. Mathilde, à Marseille, donc une situation un peu différente. Vous nous expliquez un peu d'où vous venez et puis votre positionnement. On vous entend pas là. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Ça y est, on vous entend. Ça y est, on vous entend. Donc, je suis Mathilde Decombe, chef de projet opérationnel sur les 3 cités marseillaises, car nous avons la chance d'avoir 3 cités éducatives à Marseille, donc qui sont distinctes, mais pour lesquelles je suis chef de projet. C'est un poste qui est cofinancé par l'État sur... Oui. Ah, on ne vous entend plus. Mathilde, on vous a perdu. Et au social. Ah, excusez-moi. On vous a perdu. Vous dites que c'est financé par l'État. Voilà, je suis située au sein des services Ville de Marseille auprès de la directrice générale adjointe à l'éducation, à l'enfance et au social. Ce qui me permet d'être en transversalité sur les 3 cités éducatives et d'animer 3 équipes projets territoriales, donc une par cité éducative, qui sont composées un petit peu de la même façon qu'à Saint-Nazaire, avec un chef de file éducation nationale, principal de collège, et qui travaille avec une coordonnatrice REP sur les cités éducatives, avec des équipes métropole politique de la ville, avec un délégué du préfet ou une déléguée du préfet, et un référent Ville de Marseille. Donc moi, je coordonne et j'anime ces 3 équipes en lien très étroit avec une coordinatrice éducation nationale qui travaille spécifiquement sur les cités éducatives, donc qui n'est qu'à mi-temps, mais qui est financée par l'éducation nationale sur ce projet. Et vous allez le comprendre dans notre organisation, qui est un atout très très précieux, parce que en étant seule sur 3 cités éducatives, c'est très compliqué pour moi d'être en proximité sur les 3 territoires. Donc voilà, on est vraiment dans un partage de tâches avec cette coordinatrice éducation nationale, et très complémentaire à la fois sur les compétences et à la fois sur les tâches au quotidien. Ensuite, moi, mon rôle, c'est vraiment de faire le lien avec l'échelon territorial au-dessus, donc le comité technique des cités éducatives marseillaises, qui est transversal aux 3 cités et qui est composé des mêmes institutions, mais à un niveau directeur ou DGA. Donc, on y retrouve la chargée de mission à l'éducation auprès de la PEDEC, la chargée de mission du recteur, la DGA éducation enfants sociale de la ville de Marseille et la directrice de la politique de la ville de la métropole. Ce comité technique, il peut être élargi à d'autres partenaires comme la CAF, la RS ou la DRAC. Et puis au-dessus, nous avons un comité de pilotage qui réunit les mêmes institutions, mais à un niveau politique. Concrètement, comment vous fonctionnez? Enfin, comment ça se passe dans votre fonctionnement quotidien? Alors concrètement, déjà, premièrement, la mission qui a été la mienne, ça a été de mettre en place, de proposer un cadre pour cette organisation qui permette à la fois de garantir que les projets ont été développés de manière partenariale et qu'ils viennent du terrain, tout en respectant justement cette organisation et la difficulté d'avoir 3 cités sur une seule et même ville et d'en tirer parti, c'est-à-dire de faire de la transversalité entre ces 3 cités. Donc ma première action, ça a été de proposer des documents socles qui fixent cette organisation. Ça a été également de proposer des groupes thématiques territoriaux. Donc, une organisation autour de plans d'action qui ont été élaborés collectivement sur chaque cité éducative, où les acteurs de terrain ont été amenés à se mobiliser autour de ce qu'ils identifiaient comme des priorités. Et chaque membre de l'équipe projet est pilote d'une thématique et a pour mission d'organiser des groupes de travail sur la santé, sur la petite enfance, l'accompagnement à la scolarité. Et donc, mon rôle, c'est
Ah. C'est de nouveau interrompu. Hein. Bon, Mathilde, oui, on a des gros problèmes de connexion là. Peut-être en attendant, je peux poser une question éventuellement à Sophie sur la fréquence des copiles. C'est une question qui nous a été posée en fait dans l'organisation de votre cité éducative. Quelle fréquence pour vos copiles? Le comité de pilotage se réunit 3 fois dans l'année. Une fois par... Enfin voilà, on a eu février, juin et octobre. Et notre équipe projet, par contre, se réunit toutes les semaines. Voilà. Donc, du coup, voilà, moi, je fais des allers-retours sans cesse avec l'équipe projet. Pour le coup, voilà, on est décisionnaire à plusieurs, forcément, mais on veut toujours avoir une décision commune et collégiale. Donc, du coup, ça demande beaucoup d'allers-retours. Donc, on continue de se réunir toutes les semaines. Et au niveau des groupes thématiques, je rejoins Mathilde, où c'est un petit peu le même fonctionnement. Hein. On a quatre grands thématiques. Et donc voilà, les membres de l'équipe projet sont animateurs et co-animateurs sur ces groupes thématiques-là. Comment vous fonctionnez? Même question que Mathilde. Même question un peu qu'à Mathilde. Comment est-ce que concrètement vous fonctionnez au quotidien? Alors, au quotidien, moi, je travaille beaucoup en binôme avec ma collègue Romane, qui est référente des 12-25 ans. C'est une spécificité de la cité éducative. On a une référente sur le public des 12-25 ans. Du coup, ça me permet d'avoir vraiment ce lien que Romane entretient avec les jeunes, avec les familles et avec les partenaires en direct, donc vraiment sur le terrain. Et puis, voilà, moi, comme je suis au collège, les liens avec les personnels d'éducation nationale sont très faciles. Les partenaires, on a des coordos de maisons de quartier, par exemple, donc qui me permettent d'avoir, voilà, de les rencontrer très régulièrement. Je travaille beaucoup avec les référents internes en fait du service politique de la ville, puisque du coup dans le service vie des quartiers et contrat de ville, on a des référents internes pour à peu près tous les services, voilà, sport, santé, PEDT, etc. Et donc du coup moi ça me permet d'avoir un contact direct, voilà, culture, jeunesse, etc. Et donc du coup de travailler avec eux pendant les comités techniques, d'avoir leurs avis sur des projets multipartenariaux, etc. Donc voilà. Et puis ça c'est beaucoup mon quotidien en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être à la fois sur le terrain, au cœur du territoire, parce que du coup mon bureau est vraiment là, et donc d'avoir cette connaissance des partenaires et des usagers, et en même temps de pouvoir du coup faire le lien avec, on va dire, la strate au-dessus qui voit ça d'un petit peu plus loin quand même, mais du coup de faire remonter aussi les besoins. C'était un peu l'idée de la cité éducative aussi là à Saint-Nazaire, c'était plutôt que d'être toujours dans quelque chose de descendant, c'était aussi de bien partir des besoins du public, voilà, et donner cette qualité. Et avec le chef de file, comment ça se passe? Alors, avec le chef de file, comment se fait la répartition des rôles entre le chef de file et le chef de projet opérationnel? Bah alors justement, c'est un petit peu en construction parce que on va avoir besoin, je pense, de mettre tout ça par écrit pour bien déterminer les missions des uns et des autres. Mais ça se passe très bien, donc du coup, on est très très proches. On a des rendez-vous hebdomadaires fixés. Mais au-delà de ça, voilà, on n'a qu'à frapper la porte pour se voir. Donc c'est facile. C'est dans la construction des projets où on s'apporte beaucoup. Tous les projets qui peuvent être parfois à l'initiative de l'établissement scolaire, parfois à l'initiative d'un porteur associatif. Du coup, moi, je vais être là pour faciliter la communication et permettre à tout ce petit monde de se réunir autour de la table. Donc parfois, ce sont des découvertes, des rencontres. Parfois, c'est des partenaires qui s'étaient perdus de vue, qui avaient l'habitude de travailler avant, quand c'était un autre enseignant, quand c'était un autre, etc. Donc voilà, c'est remettre ce monde-là autour de la table pour être vraiment dans du projet collaboratif. Et avec les services, il y a une répartition des tâches un peu en gros, le chef de file s'occupant plutôt de ce qui se passe du côté de l'éducation nationale ou plutôt sur la question de l'associatif, le hors-école, ou comment ça se passe de ce côté-là? On essaye de sortir de ça. On essaye de justement ne pas être trop dans nos tuyaux d'orgue et de pas être dans cette mouvance qui est déjà un peu celle qui préexistait. Donc l'idée, c'est justement d'aller un petit peu contre ça et de pouvoir proposer autre chose. Et du coup, je connais très bien les projets
qui sont à l'initiative des établissements scolaires. Voilà, moi, si je peux aller les porter et puis les faire partager à des porteurs associatifs, tant mieux. Et à l'inverse, je permets à des porteurs associatifs de rentrer plus facilement peut-être dans le collège qu'avant. Donc, on essaye de pas rester comme ça trop l'entrée quartier et l'entrée école. Voilà. L'idée, c'est justement de toujours avoir ces liens-là. Et avec les services de la collectivité ou des collectivités, comment ça se passe? Avec les services de la collectivité, justement, on a ces rencontres qu'on a faites dès le départ quand je suis arrivée pour bien connaître les services. J'avais les référents internes en politique de la ville, donc ceux qui connaissent bien le quartier prioritaire. Donc voilà, on est très en lien. Et puis du coup, on a ces comités techniques qui nous réunissent parfois pour, par exemple, parler des projets, tout simplement savoir lesquels vont être éventuellement financés avec les crédits de la cité éducative. On prend leur avis en interne parce qu'ils sont experts dans leur domaine de compétences et c'est important d'avoir cet avis-là. Et après, en équipe projet, moi, je vais être du coup le porte-parole des techniciens pour avoir ce double regard du coup interne à la collectivité et interne à l'éducation nationale. Et avec ça, c'est l'équipe projet qui du coup décide de proposer on va dire en comité de pilotage le financement de telle ou telle action. Quand on a bien tous ces regards-là. Pour les services de la collectivité, c'est le COTEC, c'est le comité technique qui est le lieu dans lequel vous retrouvez l'ensemble des services de la collectivité. Mathilde, j'ai l'impression qu'on vous a retrouvé. Donc peut-être la reprendre. Donc on en était avec Sophie à regarder ce qui se passait d'une part avec les chefs de file, avec la partie éducation nationale, et puis d'autre part avec la collectivité. Comment ça se passe chez vous? Alors vous n'êtes pas logé dans un collège, puisque vous êtes au sein des services municipaux, c'est ça? Tout à fait, oui. Je suis située auprès de la directrice générale adjointe à l'éducation, à l'enfance et au social, ce qui fait que je suis vraiment en lien direct avec tous les services de la ville de Marseille, avec ceux qui concernent l'éducation, évidemment, au sein de la DGA. Et puis, plus largement, il y a une vraie volonté aussi d'aller toquer à toutes les portes des directions ville de Marseille qui peuvent être concernées par les cités éducatives. Et ça a été une de mes premières missions aussi, d'identifier au sein de la direction de la culture, de la santé, du cadre de vie, des centres sociaux, etc., les forces et les dispositifs existants déjà qui étaient déjà mis en place par la ville de Marseille et que l'on pouvait mobiliser sur les cités éducatives et les expertises des collègues que l'on pouvait mobiliser sur ce sujet-là. Et donc c'est un travail que je continue à faire et qui est très qui je trouve est valorisant pour les collègues puisque c'est l'occasion d'aller sur le terrain, parler de leurs dispositifs, de ce qu'ils mettent en place et puis aussi d'avoir une prise directe avec les besoins du territoire. Et sur une administration comme celle de la ville de Marseille, c'est parfois difficile d'être en hyper proximité sur tous ces sujets. Or, la cité éducative nous permet ça puisqu'elle permet à ses collègues d'être en lien direct avec des équipes projets territoriales. Et ces équipes projets, donc qui sont constituées de manière partenariale, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a vraiment l'envie de les faire vivre comme une équipe au sein d'une même administration. Et c'est ça que je trouve intéressant sur la cité, c'est que on essaye de s'organiser et de s'articuler comme si on était dans la même institution, c'est-à-dire qu'on a des réunions d'équipe, on a établi une certaine confiance qui permet d'avancer de manière commune, en mettant parfois de côté les contraintes de nos institutions. Et ça, je crois que ça a été permis par un an de cité éducative qui nous a permis de mieux se connaître, de mieux comprendre les contraintes des uns et des autres. Et ça a été aussi ma mission en tant que chef de projet, ça a été d'identifier les contraintes de chacun et de les expliquer à tous. Parce que parfois, on se rend compte que on présuppose qu'une institution ne veut pas faire ou n'est pas d'accord avec tel positionnement. En réalité, c'est qu'elle ne le peut pas faire. Et ne serait-ce que de l'expliquer, d'essayer de trouver ensemble des solutions, ça a permis d'avancer sur beaucoup de sujets et de constituer un début de culture commune sur tout ça. Et voilà, ces équipes projets territoriales, je crois qu'elles fonctionnent vraiment comme ça aujourd'hui, avec cette confiance et un début de culture commune. Donc, et en lien avec les services ville de Marseille. Oui. Alors, vous participez à ces réunions territoriales ou pas, vous-même? Oui, vous êtes dans chacune de ces réunions. C'est quoi le rythme? C'est ça le rythme des réunions? Alors, nous, on a des réunions mensuelles, vraiment des réunions d'équipe mensuelles. Après, il y a beaucoup de temps intermédiaires qui sont des temps en bilatéral, en trilatéral.
qui dépendent aussi de l'actualité. Là, nous sommes en train d'instruire l'appel à projet que nous avons lancé. Nous avons reçu environ 200 projets sur la totalité des cités éducatives marseillaises. Donc, il a fallu organiser cette instruction. Et là, les rencontres ont été beaucoup plus nombreuses au sein de l'équipe. Et donc, cette organisation, elle dépend de moi, mais aussi beaucoup des coordinatrices éducation nationale qui sont sur chaque cité éducative et qui permettent cette articulation au plus près qui est difficile pour moi, étant donné que je suis à cheval sur les trois. D'accord. Anna, est-ce que vous avez des questions sur le chat ou il y a... Ah oui, j'en ai plusieurs. J'en ai déjà sur les appels à projets. Comment vous vous organisez pour soutenir les porteurs de projets, les appels à projets, chacune dans vos cités éducatives respectives? Du coup, moi, je veux bien répondre. Au niveau de l'appel à projet, on fonctionne avec l'appel à projet du contrat de ville. Donc, du coup, ça a été le même document. On est resté dans quelque chose que les porteurs associatifs connaissaient en utilisant la plateforme Dauphin, etc. Voilà, pour avoir des choses facilement identifiables. Par contre, on est sur un calendrier scolaire. Donc, du coup, l'appel à projet a été lancé dans le même timing que celui du contrat de ville pour l'année scolaire d'après. Pour vous donner un exemple, en décembre dernier, on était sur l'appel à projet 2021-2022. Voilà. Et donc, ce qui a laissé du temps dans la construction de ces projets collaboratifs. Donc, il y avait un certain nombre de critères que les partenaires, les porteurs de projets devaient respecter, s'inscrire dans les orientations et dans le plan d'action défini. Et du coup, ce côté multipartenarial des projets. Pour inciter à la construction, à la co-construction de projets. Donc moi, je suis venue en soutien pour justement permettre ces rencontres, évidemment, d'acteurs, et puis dans les soutiens techniques pour les nouveaux porteurs. Puis je rajoute une dernière chose aussi, c'est que pour l'éducation nationale, par contre, ça a été quelque chose d'un peu nouveau parce que les établissements scolaires ou des porteurs qui ont pu permettre au premier degré de déposer des projets, parce que vous savez que les écoles du premier degré ne peuvent pas le faire, mais en tout cas, tous ces projets qui ont été à l'initiative des établissements, là, ça a été un soutien logistique parce que, par contre, c'était quelque chose qui était vraiment méconnu. Et donc là, il a fallu accompagner plus. Et c'est intéressant de voir justement comment des membres de l'éducation nationale peuvent se saisir de quelque chose comme ça, de très nouveau, quand on sait que c'est pour en faire bénéficier leur public, leurs élèves, là, pour le coup. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir justement cette acculturation aussi un peu nouvelle. Et je rejoins Mathilde sur ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est ça qui est très important. Je trouve que l'enjeu, il est là. Il est de faire connaître les modalités de travail d'autres institutions. Et ça c'est très intéressant. Donc voilà pour nous, ce qui concerne l'appel à projet. Mathilde, sur cette question. Nous, de notre côté, on a essayé de mettre en place un appel à projet au fil de l'eau, c'est-à-dire ouvert toute l'année, spécifique éducative pour poursuivre deux objectifs. Un développement sur l'un d'action tout au long de l'année qui compte le travail thématique. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment par thématique, par priorité sur chaque cité, pouvoir travailler en proximité avec les parents. Alors, la mobilisation des parents, elle reste encore à travailler, mais dans la mesure du possible avec les parents, avec les associations et avec les institutions de chaque territoire, pour vraiment affiner les priorités. Et puis, une fois qu'on a affiné le besoin, permettre aux acteurs associatifs d'y répondre. Et donc, d'avoir un appel à projet spécifique qu'ils puissent être sollicités à tout moment de l'année. Bon, ça aussi, c'est un peu plus compliqué que prévu, mais sur la troisième année, je pense qu'on y sera presque. En tout cas, sur cette deuxième année, on est sur quelque chose d'un peu hybride qui permet aux associations de répondre, de proposer des projets et de mobiliser pour ça les financements de la PEDEX, des crédits cités éducatives, mais aussi ceux de la ville. C'est-à-dire qu'on a essayé d'harmoniser nos modes de financement pour pouvoir avoir le même appel à projet et d'avoir une flexibilité au niveau du temps pour permettre aux assos d'y répondre toute l'année. Donc ça c'est un gros travail d'articulation financier, budgétaire, administratif, juridique, enfin bon, vous imaginez, mais on y est presque vraiment à la bonne articulation. Et concrètement, les projets sont instruits par les équipes projets territoriales
qui sont en lien avec les associations au quotidien, dans les groupes de travail thématiques, et qui les aident à développer des projets en concertation avec le territoire, etc., pour que ça soit maillé vraiment de manière très fine. Ensuite, ce sont ces équipes qui déterminent la liste de projets qu'elles aimeraient voir financés en fonction des priorités de la cité. Puis, il y a une validation en comité technique et enfin en comité de pilotage. Oui, Anna, vous avez encore une autre question là Oui, j'ai une autre question qui porte sur la pertinence de mettre en place 2 chefs de projet en fait dès lors que la cité éducative est composée par 2 communes. Donc, enfin voilà, je pense que c'est une question pour tous les 3. Donc, c'est votre avis qui est demandé. Pour le coup, je vais pas pouvoir vous répondre parce que nous, on est sur une toute petite échelle à Saint-Nazaire. On est bien, voilà. Donc, moi, je peux pas répondre à ça. Le problème, à mon avis, mais le problème qui est posé, c'est celui des grandes cités éducatives dans lesquelles il y a plusieurs écosystèmes. Et on voit bien que, alors que ça s'appelle chef de projet coordinateur, il faut concevoir des systèmes d'animation territoriale qui correspondent sans oublier le fait que d'avoir cette animation globale, hein, comme à Marseille pour les 3 cités éducatives, où j'ai d'autres exemples de communes aussi vastes dans lesquelles il y a plusieurs collèges, où c'est toute la commune qui est prise en charge. On voit bien que ça soit où j'ai l'exemple de Lyon 8e ou de Montajoly, où se pose le problème effectivement de la territorialisation, la déclinaison territoriale. Et je crois que dans l'exemple marseillais, ce qui est intéressant, c'est la notion de coordinateur de l'éducation nationale. Enfin, qui ne sont pas les coordonnateurs REP, qui sont bien les coordonnateurs de la cité pour l'éducation nationale. Alors, reste à voir d'ailleurs, je répète que ça ne doit pas être seulement le positionnement éducation nationale, parce que l'intérêt de ces équipes territoriales, c'est bien d'articuler aussi la partie éducation nationale avec la partie collectivité territoriale, voire des services de département, à travers des équipes techniques, ou des équipes territoriales qui permettent de pouvoir décliner le fonctionnement de la cité. Donc tout dépend comment. Enfin, et donc sur les 2 communes, on peut penser qu'effectivement il y aurait une logique à ce qu'il y ait des sous-systèmes de la cité éducative, des sous-entités qui permettent de décliner territorialement un certain nombre d'actions, me semble-t-il. Alors, pour reprendre un peu le fil là, de notre pérégrination sur un peu comment ça se passe avec parce que vous évoquez les appels à projets, mais qui sont généralement des appels à projets sur des nouveaux types d'actions. Mais par rapport à ce qui existe déjà, le PEDT, le PRE, les classes, enfin les dispositifs, comment ça se passe l'articulation avec le droit commun des dispositifs déjà existants? Mathilde. Alors, nous, déjà, effectivement, c'est une vraie question et une vraie volonté aussi de pas superposer des choses alors que des choses existent déjà et pourraient être peut-être optimisées ou faites différemment. Et donc, le préalable dans les groupes thématiques, vraiment la première réunion de ces groupes, c'est d'identifier l'existant, d'identifier ce que chacun fait et finance déjà sur ce territoire, sur tous ces sujets cité éducative. Et donc, les premières réunions sont souvent une sorte de cartographie des acteurs, de cartographie des dispositifs. On se rend compte dans ces réunions-là que les acteurs de terrain ne connaissent pas forcément toute la richesse de ce qui se fait en détail, parce qu'on sait que c'est compliqué d'être à jour sur toutes ces informations. Et on a toujours un enjeu à essayer de capter ça sur chaque territoire. On a aussi un enjeu à le communiquer directement au public. C'est ce qu'on fait par exemple sur le groupe de travail petite enfance, où là on va faire un guide vraiment à destination du public directement. Donc déjà, je crois que le premier enjeu, c'est cartographier l'existant pour pouvoir s'articuler avec. Donc ça prend du temps, et je dirais que la première année de la cité éducative est quand même bien prise par tout ça. Ensuite, au niveau financier, l'idée, c'est effectivement d'aller sur des actions plutôt innovantes, plutôt nouvelles. On peut avoir aussi du fléchage, par exemple, si on a une association qui propose de l'accompagnement à la scolarité ou de l'accompagnement à la parentalité, bien sûr, on va l'aiguiller aussi vers l'écofinancement de la CAF qui finance ça en droit commun. Donc ça va être plutôt par notre connaissance des acteurs qu'on va pouvoir orienter au mieux les associations vers les différentes sources de financement, et inversement, que les financeurs vont pouvoir s'informer entre eux de qui finance quoi sur ces sujets. Donc la cité éducative, pour moi, c'est d'abord la connaissance partagée de qui finance quoi. Voilà. Donc la question de la cartographie, c'est quelque chose qu'on met en évidence aussi.
la cartographie des acteurs, hein, qui reste encore pas forcément toujours généralisée, qui est quand même un élément de base essentiel pour pouvoir mettre en branle la cité éducative. Sur Sophie, comment ça se passe là de ce point de vue sur Saint-Nazaire? Vous avez cette cartographie? Oui, alors c'est un petit peu... Alors justement, on y travaille et c'est ce que permettent les groupes thématiques aussi. Donc c'est voilà, on retrouve ça parce que les partenaires ont tous émis le souhait d'avoir justement comme ça une cartographie, un inventaire de l'existant. Et la cité éducative de Saint-Nazaire a été pensée aussi pour ça. Et c'est pour ça que le poste que j'ai, c'est bien de la coordination. C'est justement éviter les doublons et ne pas venir en plus d'un dispositif déjà existant. Donc c'est bien coordonner l'existant, éventuellement apporter une plus-value. Par contre, voilà, apporter une plus-value quand on, par exemple, dans du financement, c'est justement en quoi cette action elle est porteuse d'une haute qualité éducative, quoi. Voilà, et à ce moment-là, on peut aller financer, par exemple. Mais voilà, l'idée c'est bien éviter les doublons, cartographier, faire l'inventaire et puis apporter éventuellement de la plus-value et innover dans la construction de projet. Pour trouver les mêmes éléments. On parlera aussi de l'évaluation, mais pour faire ça, de quels outils, enfin quels leviers vous pouvez activer? Je pense des assistances à maîtrise d'ouvrage ou des équipes universitaires dans le cadre de recherche-action ou dans des centres ressources politiques de la ville ou des bureaux d'études. Comment est-ce que ça se passe, Sophie peut-être déjà, puis ensuite Mathilde? Alors, au niveau de l'évaluation, nous, on est parti sur déjà utiliser tout ce qui était les données existantes, donc tout ce qui peut nous servir en termes de statistiques. On a le diagnostic politique de la ville qui a été réalisé par le cabinet Compass. On a l'enquête climat scolaire qui a été proposée par l'Éducation nationale au sein du collège où je suis actuellement. On a une enquête mixité proposée par le département. On a les bilans d'activité du PRE, donc on a déjà énormément de choses existantes. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir utiliser toutes ces données, les mettre en parallèle pour essayer d'avoir un prisme plus large sur, par contre, un territoire vraiment défini. Autre chose pour l'évaluation, on a mandaté du coup le cabinet Compass pour une évaluation sur les trajectoires des jeunes en REP+, qui a eu lieu là entre septembre et avril. La restitution est assez récente. Où là on était sur une enquête par contre. Exactement, 1.0. Oui, tout à fait, mais du coup sur une enquête davantage qualitative. Donc ça veut dire que là on n'est pas on n'a pas interrogé, on a interrogé 150 jeunes à peu près. Par contre, on est allé dans du questionnaire, mais dans du focus group, on est allé aussi interroger des familles, parfois même en entretien semi-directif. Donc voilà, c'est vraiment du qualitatif. L'idée, c'est de pouvoir refaire la même chose dans 2 ans. Voilà, donc il y a cette enquête-là. Et puis, on a aussi un partenariat avec l'INJEP. On a eu la chance d'être retenu parmi les 5 cités éducatives qui vont pouvoir bénéficier du partenariat avec l'INJEP. Donc, nous, on a été retenus sur le volet des parcours d'orientation, de formation et d'insertion, au-delà et en parallèle du champ scolaire pour les 11-25 ans. Voilà. Donc, c'est encore un peu du texte, mais tout ça devrait devenir efficient au dernier trimestre 2021. Voilà. Sur Marseille, comment ça se passe de ce côté-là? Alors, nous, sur la question de l'évaluation, pardon. On est accompagné par une consultante du Centre de ressources pour la politique de la ville, PACA, qui a constitué des groupes de travail formés par des associations, par des conseillers citoyens, par des acteurs de la cité éducative institutionnelle aussi. Et la question qui a été posée parce que du coup on a 3 groupes, un par cité éducative, la question qui a été posée, c'était celle de que souhaitez-vous voir évaluer dans la cité éducative? Et la consultante a aidé à formaliser la réponse en mettant en place des grilles d'évaluation qui ont été ensuite transférées à tous les porteurs d'actions cité éducative et qui s'auto-évaluent à partir de cette grille. Ensuite, ce groupe a permis aussi la constitution d'une grille d'évaluation de la gouvernance, donc de comment on s'organise, comment ça fonctionne entre nous. Donc, on va remplir ensemble avec la consultante
ça, je trouve ça très intéressant. Le seul regret que j'ai, et je veux le dire aux nouvelles cités éducatives parce qu'elles en ont encore la possibilité, c'est n'oubliez pas de faire un temps zéro de cette gouvernance, c'est-à-dire avant de vous lancer dans la cité éducative à corps perdu, parce qu'après ça va très vite. Si vous avez encore quelques minutes à vous, n'hésitez pas à faire un questionnaire que vous adressez par exemple à tous les acteurs de la cité éducative potentielle, aux institutionnels, aux associations, pour tester leur niveau de connaissance des acteurs qui les entourent. Et je pense qu'on serait déjà surpris des résultats. Et puis, je crois que c'est à partir de ça qu'on peut voir si une cité éducative avance ou pas, et si cette interconnaissance progresse au fil du programme. Je pense que la cité éducative de Lyon l'a fait, parce que j'en avais parlé avec ma collègue de Lyon, qui m'avait donné cette super idée, et vraiment un grand regret que j'ai pas pu la mettre en œuvre. Donc vraiment, s'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas, parce que je pense que c'est riche d'enseignements. Et puis on aura la chance aussi d'avoir la mesure d'impact de 5 actions, 5 par cité éducative marseillaise, où là, la consultante qui nous accompagne va vraiment mener des entretiens individuels et surtout collectifs, parce que c'est sa méthode de faire, sur 5 actions qu'on aura financées en 2020 et puis 5 en 2021 et en 2022, afin d'évaluer au plus près l'impact sur les bénéficiaires directement. Anna, peut-être une petite respiration par le chat. Oui, alors on a une question. Bon, je vous laisserai y répondre, mais en gros, c'est tout a l'air d'aller pour le mieux pour vous. Est-ce qu'il n'y a jamais de différent dans la Troïka? Et si oui, qui tranche en fait au sein de chacune des gouvernances? Très bonne question. On allait y venir sur les points positifs, les points négatifs, si je puis dire. Qui commence? Mathilde? Oui, alors le point positif et le point négatif, c'est que sur le positionnement en tout cas, c'est que du coup moi je suis en direct avec beaucoup de gens et à beaucoup d'échelles, donc comme vous l'avez compris, à la fois au niveau territorial et puis au-dessus, en transversalité sur les 3, au sein de la ville et en proximité avec l'État. Donc ce qui permet la transmission d'informations directes, et ça c'est très positif parce que ça permet, je pense, de justement avoir une information commune et de la diffuser à tout niveau, ce qui permet d'éviter les incompréhensions, la méconnaissance, etc. et qui permet de favoriser le compromis. Et je pense que notre positionnement est aussi un positionnement qui sert de tampon et qui permet d'absorber les différents, etc. et de traduire les contraintes pour pouvoir les accepter. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle de tampon, ce qui du coup est un avantage, mais ce qui est pas forcément facile au quotidien, clairement. Enfin, ça c'est quand même beaucoup de charges et aussi une charge de travail conséquente, parce que du coup, en étant à cette intersection, on est quand même en lien avec des dizaines et des dizaines de partenaires, d'associations, d'institutions à tous les niveaux, et donc ça devient quand même assez explosif. Et moi, pour ma part, voilà, j'ai énormément travaillé cette année, et heureusement, là, nous venons de recruter un animateur territorial par cité éducative qui va travailler vraiment avec moi à l'animation de chaque cité, parce que ça devenait impossible à gérer, parce que je pense que le développement appelle le développement, et que plus vous développez de choses, plus vous accumulez d'acteurs dans la cité éducative, plus il devient difficile de la gérer. Donc ça, c'est vraiment une limite sur laquelle voilà, il faut faire attention, parce que la cité éducative, ça peut devenir très chronophage pour tout le monde, pour les équipes projets aussi, hein, qui souvent font ça en plus de leur mission habituelle. Elles ne sont pas déchargées pour ça. Donc voilà, je pense que ça tient beaucoup à la bonne volonté de chacun de s'investir personnellement en dehors de ses heures habituelles, peut-être sur ce projet. Donc c'est à la fois une grosse richesse, parce que c'est ça qui crée la motivation, et en même temps une fragilité, parce qu'à un moment donné, on peut avoir aussi un phénomène d'usure. Et en termes de décision. Donc l'animateur territorial, il vient. Pardon, l'animateur territorial vient compléter le poste de coordonnateur de l'éducation nationale, donc. C'est ça, c'est une réponse à la question. Oui, en fait, il vient plutôt compléter le lien, dans le sens où sur le poste d'animateur territorial vient plutôt compléter mon poste, dans le sens où moi je suis seule pour 3 cités éducatives, alors que la logique voudrait qu'il y ait un chef de projet par cité. Donc du coup, on va dire que c'est plutôt pour compenser ce champ-là. Mais dans la réalité, vous avez totalement raison. Ils sont en lien très étroit avec les coordinateurs éducation nationale, et leur mission du quotidien se rapproche finalement beaucoup plus de ce que font les coordos éducation nationale à l'heure d'aujourd'hui, effectivement. D'accord. Et donc, qui tranche les différends, c'est que votre travail, c'est d'éviter que les différences... exactement.
Sophie. Tout à fait. Donc, oui, bah c'est un petit peu ça aussi. Alors c'est vrai que voilà. Le projet casque bleu. C'est un peu ça. Oui, en fait, il y a quand même un vrai volet. Faut être bon communicant quand même. C'est-à-dire que du coup, en fait, c'est vraiment anticiper et éviter les points de crispation. Moi, ça m'arrive de faire des rendez-vous en bilatéral sur certains sujets, voilà, pour être sûr de bien prendre la mesure de certains enjeux pour chaque institution. Enfin voilà. Mais c'est vrai que les équipes projets, quand elles sont régulières, alors là, on est quand même sur un rythme hebdomadaire. Je ne suis pas sûre qu'on tienne ça sur les 3 ans parce que pour le coup, pour les membres de l'équipe projet, ça fait beaucoup. On va peut-être passer à une fois tous les 15 jours, mais n'empêche que ça permet quand même une bonne connaissance et un bon suivi des dossiers. Et à partir du moment où on connaît bien les dossiers, il y a de moins en moins de méfiance en fait ou de choses comme ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand on coordonne, là, coordonnatrice, c'est aussi faire un peu de communication. Et sinon, ça nous est arrivé de laisser poser parfois, parce qu'il y en a quand même des points de crispation. On laisse poser. Là, en ce moment, on a un sujet, c'est la labellisation d'action ou la labellisation de structures associatives. D'ailleurs, on ne sait pas trop où on va. Bon, bah, pour l'instant, on n'est pas franchement tous d'accord. On laisse poser et on attend un peu. Je pense qu'il faut vraiment pas oublier qu'on est dans quelque chose de très innovant et que si à un moment donné, on perd le sens de ce pourquoi on est là, du public, etc. À mon avis, il faut mettre de côté. C'est que c'est pas urgent et que c'est pas le moment de traiter ça. Si ça devient conflictuel, enfin pas conflictuel, mais si on sent que c'est trop, on perd du temps sur des différends comme ça, c'est qu'à mon avis, il faut laisser poser et aller sur autre chose. Voilà. Faut s'autoriser ça, je pense. D'ailleurs, j'avais noté que dans les 2 fiches de poste, il était dans les qualités qui étaient recherchées, la capacité à gérer les conflits. Hein, donc, effectivement, c'était dans les fiches de poste. C'était donc anticipé. Postes respectifs. Il y a un volet aussi important. Alors, Anna, hein, vous intervenez dès que vous avez des questions qui vous semblent. Mais je voulais. Il y en a toujours, mais on avance. Alors, on va peut-être aborder encore. Rappelez-moi, il nous reste combien de temps 8 minutes. Encore. Ah, pas plus. Je croyais qu'on avait plus de temps que ça, mais bon. Non, après, oui, ça se coupe, malheureusement. Il y a la question de la communication, hein, de l'enrôlement des acteurs. Donc là aussi, quelle place ça prend dans votre fonction? Sophie, vous l'avez commencé à l'évoquer un peu, mais vous avez aussi un rôle important en matière de communication de la cité, si j'ai bien compris. Oui, alors nous, on a travaillé en équipe projet sur un plan de communication, justement, autour de 3 objectifs: informer, mobiliser et valoriser. Donc l'idée, c'était justement de faire naître cette démarche cité éducative, qu'elle prenne bien sur le territoire auprès des partenaires. Ça s'est fait déjà assez naturellement avant même que j'arrive. Donc on a des séminaires partenariaux 1 à 2 fois dans l'année. Le dernier était en visio, évidemment, toujours très frustrant, mais l'idée, c'est d'aller toujours vers de la rencontre. Et puis j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ouais, voilà, cette stratégie de communication. Donc voilà, et on a évidemment un enjeu de communication auprès du public lui-même et des familles. Là, on a pris du retard au vu du contexte que tout le monde connaît. Mais voilà, il y a cet enjeu-là quand même, justement avec les familles et les jeunes eux-mêmes. La plateforme collaborative, voilà, que j'alimente régulièrement. On a nous aussi une stratégie de communication. On a une enveloppe en fait, c'est-à-dire que sur les financements cités éducatives, on a réservé une enveloppe pour la stratégie de communication. Donc voilà, ça nous a permis de faire des petits outils de com comme ça. Donc ça aussi, hein, c'est riche d'enseignements parce que voilà, on a une charte graphique. Il a fallu qu'on définisse notre propre logo cité éducative Saint-Nazaire Ville-Ouest pour que ça devienne bien une entité multi-institution, multi-partenariale, et justement éviter d'être trop ancré sur l'entrée territoire ou l'entrée éducation nationale. Donc c'est toujours voilà, mais ça a été vraiment construit avec le temps. Et maintenant, on a notre propre entité de communication, notre propre charte graphique, par exemple. Voilà. Mathilde, sur Marseille.
Alors nous, sur la première année, ça a été assez compliqué de s'atteler à cette question de la communication parce qu'on a été vraiment dans la mise en place, dans le faire, avec la crise sanitaire, etc. Donc là, on s'y penche vraiment maintenant. Nous aussi, on a déterminé une stratégie de communication, un petit peu sur les mêmes actes que Sophie. Ce qui nous a un petit peu perturbé au départ, c'était de se dire qu'est-ce qu'on a envie de communiquer et auprès de qui. Et là, ça se mélangeait un petit peu. Donc là, on a clarifié un peu les choses. Je crois que notre motivation première, c'était de communiquer auprès du public, auprès des bénéficiaires, sur ce que permettent les cités éducatives, les actions qui sont mises en place sur le terrain, mais pas seulement, sur aussi tout ce qui est financé par ailleurs par le droit commun et qui n'est pas forcément valorisé comme il se doit et qui pourrait être plus accessible pour le public. Donc, je vous parlais des guides, par exemple, petite enfance qu'on est en train de faire. Donc, il y a tout un axe là-dessus. Ensuite, il y a un axe plutôt à destination des professionnels. Pareil, l'idée, c'est plutôt de favoriser l'interconnaissance des professionnels avec des cartographies, des répertoires de professionnels pour les aider dans leur pratique quotidienne. Et je pense notamment aux collègues de l'éducation nationale qui sont parfois confrontés à des problématiques qui les dépassent en termes de mal logement ou de santé. Et c'est bien de pouvoir les outiller et leur dire, ben voilà, juste à côté de l'école ou du collège, vous pouvez trouver des professionnels qui vont conseiller les parents sur tous ces sujets. Donc là, c'est vraiment renforcer la communauté éducative, on va dire. Et ça se fait pas mal dans les groupes de travail thématiques aussi. Et puis, le dernier axe, c'est la pérennisation. Et c'est ce que aussi, je pense, partagé par Sophie, c'est comment on communique sur les cités éducatives pour attirer de nouveaux financeurs, à la fois de droit commun, à la fois des partenaires privés, pour s'inquiéter du futur de tous les projets qu'on est en train de développer sur le territoire. Donc ça, on commence à peine à y travailler également. J'espère qu'on aura bientôt des vidéos, par exemple, qui illustrent ce qui se fait sur la cité et pourquoi pas des vidéos montées par les collégiens ou les lycéens eux-mêmes dans le cadre de projets associatifs, par exemple. Merci Mathilde. Anna? Oui, j'aurais encore des questions, mais je suis pas sûre qu'on ait le temps d'aller au bout de ces questions-là. Peut-être une seule sur la différence entre chef de projet et coordonnateur, qui est revenue plusieurs fois. Oui, qui veut répondre, dans la mesure où le chef de projet est coordonnateur par définition. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir un peu les libellés. Vous avez une réponse à apporter ou... Pour moi, dans l'émission du chef de projet, il y a la coordination. Peut-être Anna, quand même, nous dire les questions que vous avez posées, même si on n'apporte pas de réponse, pour qu'on puisse avoir une idée. Une question, il y avait une question qui restait sur la mise en place de cellules de veille sur les territoires de Saint-Nazaire et de Marseille. Si ça avait été mis en place et si oui, quel était le rôle du chef de projet dans sa mise en œuvre. Et sinon, il y avait une question aussi un petit peu plus précise, mais ça, je comptais y répondre dans la conclusion, vous demandant si vous n'aviez pas des documents en fait qui pouvaient éventuellement donner à voir votre modèle de gouvernance et vos choix décisionnels de mise en place, voilà. Non, cellule de veille, c'est plutôt sur les problèmes de réponse. Oui, c'est pour les situations d'urgence, j'imagine. Sur les cellules de veille, est-ce que vous avez des réponses à apporter? Vous êtes en veille permanente? En fait, oui, c'est un peu ça. Non, mais je pense, c'est des dispositifs qui existaient déjà. Moi, j'ai pas forcément justement de rôle là-dedans. Voilà, non, pour le coup, voilà, moi, je suis pas dans ces dispositifs-là. Ils sont déjà investis en fait par les professionnels. Donc après, s'il manquait quelque chose, s'il manquait un dispositif pour une tranche d'âge, par exemple, voilà, là peut-être la cité éducative peut venir apporter quelque chose, mais ça c'est des choses qui fonctionnaient déjà en fait avant qu'on arrive, donc il faut pas tout remettre en question. Et Mathilde, sur cette question, non, pas de... Moi, pour l'instant, je suis effectivement que sur de la coordination collective, disons, de la coordination territoriale au niveau du collectif et pas au niveau de l'individuel. Mais c'est vrai que dans les cités éducatives, il y a aussi, je crois, la volonté d'harmoniser les parcours et de faire le lien entre les professionnels autour de la situation d'une famille. Et ça, c'est un axe qui peut être intéressant à développer, qu'on n'a pas vraiment encore développé, mais qui, comme tu disais, Sophie, était peut-être développé par d'autres instances et d'autres opérateurs. Nous, on est aussi en train de faire le lien avec le GIP du programme de réussite éducative qui a plus un volet du coup d'accompagnement individuel. Donc ça, c'est des pistes effectivement que l'on continue de creuser et qu'on n'a pas encore totalement mis à jour dans la cité marseillaise où pour l'instant on est vraiment sur de l'animation territoriale.
Alors nous, la notion de parcours, elle est pour le coup très investie à Saint-Nazaire. Hein. La référente 12-25 ans a été justement embauchée dans cette idée-là, comme ça, d'accompagnement de parcours, mais elle non plus n'est pas forcément dans l'individuel. Elle est bien là pour faire du lien justement entre les professionnels autour d'un jeune. Mais voilà, elle est pas là pour apporter forcément quelque chose de plus, mais elle est bien là pour mettre en lien les professionnels autour d'un parcours de jeune, par exemple. Voilà, et c'est en cela qu'on va être accompagné par l'INJEP d'ailleurs. Anna, c'est le moment de conclure, c'est ça? C'est ça, je vous laisse conclure. Ben, ça va être très rapide. Hein, vous voyez à travers Sophie et Mathilde que les chefs de projet opérationnel ne sont pas des mythes, hein, mais des vraies réalités, mais que c'est du work in progress, enfin c'est du chantier en cours. Hein. On voit bien que c'est un des enjeux majeurs des cités éducatives que d'arriver à pouvoir redéfinir. Alors on a eu une petite discussion avec Sophie pour préparer et Camille pour préparer ça en disant mais notre rôle c'est que notre rôle disparaisse. Mais je leur disais pour moi non, parce que fonction de coordination, enfin si la cité éducative c'est pas seulement 3 ans, c'est un paradigme dans l'approche des politiques éducatives. Donc c'est la construction d'une nouvelle façon de faire des politiques publiques et qui nécessite ces métiers de coordination, de mettre de l'huile dans les rouages, d'animation. Et on voit bien que sur les questions d'évaluation, sur les questions d'état des lieux, sur les questions d'observation en continu, on est encore au balbutiement de l'histoire des cités éducatives. Donc merci en tout cas pour votre contribution. Je trouve pour ma part que ces 2 exemples sont assez enthousiasmants, enfin, en montrant à la fois la difficulté de la tâche, mais que de trouver des professionnels qui sont capables de parler intelligemment et avec une mise en place tout à fait alléchante. Donc merci à Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon, au revoir.